Pour penser le totalitarisme, deux grands philosophes du XXe siècle, Hannah Arendt, à qui on doit la définition de totalitarisme, nous rappellent qu'il est important d'étudier l'émergence du totalitarisme, car ça doit nous conduire à repenser la démocratie, puisqu'en réalité, les démocraties ont été incapables dans les années 1920-1930 d'empêcher la montée des totalitarismes. Est-ce qu'on s'est bien depuis lors remis en question? Antonio Gramsci, lui aussi, a étudié les conditions dans lesquelles un régime totalitaire se met en place. Lorsqu'un vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître. Et dans ce clair-obscur, dans cette période de doute, peuvent surgir les monstres. Quelles ont été les utilisations du terme totalitarisme? Benito Mussolini, le premier en 1925, exalte la farouche volonté totalitaire unifiant le peuple italien. Le totalitarisme, pour Mussolini, c'est la grandeur de l'État. Ça a donc d'abord une connotation positive, un engagement total. Au même moment, les adversaires de Joseph Staline utilisent ce concept pour décrire l'URSS, notamment l'écrivain anarchiste Victor Serge, qui avait pourtant soutenu la révolution en 1917, parle du régime soviétique comme étant un État totalitaire pour lequel l'homme ne compte pas. À partir de là, le terme va prendre une connotation très négative, notamment lorsque le président des États-Unis, Harry Truman, va renvoyer Hitler et Staline dos à dos en disant qu'il n'y a aucune différence entre les États totalitaires en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale, ils disent cela. Le problème avec le mot totalitaire, c'est qu'il est devenu, selon l'historien Enzo Traverso, de nos jours un outil de légitimation de l'Occident triomphant. Toute théorie qui s'oppose au capitalisme libéral va être considérée en réalité comme totalitaire. Le programme d'histoire impose par exemple de voir ensemble nazisme, fascisme et communisme, ce qui évidemment efface les différences entre ces trois idéologies qui sont pourtant assez éloignées. Le nazisme a été totalitaire, mais visait à l'extermination raciale. Le communisme, lui, a été totalitaire, mais il visait à créer une société sans classe. Quant au fascisme, lui donner le terme de totalitarisme, c'est peut-être un peu exagéré. C'était une nouvelle forme d'autoritarisme qui a inspiré bien sûr plus tard le nazisme, mais il y a discussion sur la notion de totalitarisme. Et donc aujourd'hui, on utilise ce concept à tort et à travers, soit pour décrire dès que quelqu'un touche à certaines libertés, on va l'accuser de totalitaire, ou dès que quelqu'un a un projet de transformation sociale ou s'oppose un petit peu à la société telle qu'elle est aujourd'hui, on va parler de menace totalitaire. Il faut donc définir précisément totalitarisme, mot dérivé bien sûr de totalitaire. Il correspond à un régime qui exige, sans admettre aucune forme légale d'opposition, le rassemblement en un bloc unique de tous les citoyens au service d'un État autoritaire. Un régime totalitaire est donc un régime à parti unique qui n'admet aucune opposition organisée et dans lequel le pouvoir politique tend à contrôler, essaye en tout cas de contrôler, la totalité des activités de la société qu'il dirige. Quelles sont les origines historiques du totalitarisme? D'abord, on peut penser à 1792-1793, la période de la Révolution française durant laquelle s'est établie la terreur, la guerre révolutionnaire de masse, la guillotine. C'est un petit peu les prémices du totalitarisme. Lénine était d'ailleurs un très très grand admirateur de Robespierre. Ensuite, il y a tout le racisme scientifique du 19e siècle, de ce qu'on appelait l'eugénisme, qui va amener dans le totalitarisme cette idée de la création d'un homme nouveau, presque génétiquement modifié, qui est le camarade, soit l'arien pour les nazis, soit le camarade fasciste en Italie, soit l'homme soviétique en URSS. Ce racisme scientifique, cette croyance dans le fait qu'on peut changer effectivement par une sorte d'hygiène raciale la population, a bien sûr été extrêmement développée par Hitler dans Mein Kampf. En réalité, Hitler prenait au départ comme modèle les États-Unis.
notamment le fameux Immigration Restriction Act de 1924 qui interdisait à l'entrée aux États-Unis de toute personne atteinte de maladies héréditaires ou de migrants en provenance de l'Europe du Sud et de l'Est, puisque les États-Unis voulaient garder une prépondérance nordique dans leur population. Et donc, quand en 1933, les nazis ont mis en place un programme pour améliorer leur population, on voit qu'en réalité, ils se sont inspirés d'une démocratie, les États-Unis, une démocratie libérale, où déjà on stérilisait les gens considérés comme déficients depuis 1927. Donc on voit qu'il y a une influence, pas nécessairement toujours de là où on le pense. Autre chose qui a évidemment influencé l'idéologie totalitaire, ce sont les massacres de masse des guerres coloniales, euh, mélangés avec le fait que ça a été fait par une administration, par exemple, coloniale tout à fait rationnelle. Et donc ce mélange entre administration qui contrôle tout et justification du moindre massacre dans les colonies, en Afrique, en Asie, etc., a aussi donné des idées évidemment au régime totalitaire. Ce qui a évidemment amplifié tout, c'est bien sûr la violence du premier conflit mondial, qui a détruit toutes les barrières, évidemment, de la pitié, de l'humanisme, etc. Le tout combiné avec, en économie, l'apparition de l'usine fordiste et la déshumanisation de l'homme qui devient une véritable machine. À propos de Ford d'ailleurs, Ford a été un antisémite très brutal. Il a eu un impact considérable en Allemagne. Il a écrit un ouvrage qui s'appelait The International Jew en 1920-1922 et une grande source des idées d'Hitler. Un journaliste du New York Times qui visitait l'Allemagne en 1922 raconte que dans le bureau privé d'Hitler, il y avait un grand portrait de Henry Ford. Et donc effectivement, cette image de Ford, précurseur du nazisme, a été largement cachée aux États-Unis. On retient dans les manuels d'histoire aujourd'hui celui qui a mis en place un nouveau modèle industriel, la voiture fabriquée en série et vendue bon marché. Mais Ford a eu une influence très très nette sur le développement des idées totalitaires et antisémites dans l'Allemagne nazie. Ce qui a aussi pu développer cette idée de contrôle total des masses, c'est le fait qu'on a commencé à étudier en psychologie le comportement des masses, qu'on a développé également la propagande, voir l'autre vidéo à ce sujet-là, et que effectivement ça a permis aux dirigeants d'étudier effectivement le contrôle de la population. Mélanger à tout ça un contexte de crise économique qui va faire que de nombreux individus vont se sentir complètement déclassés, abandonnés par l'État. Et donc lorsque quelqu'un apporte un État fort dans lequel il va y avoir finalement une prise en charge de tout par l'État, eh bien les gens qui étaient abandonnés, déclassés, vont effectivement se sentir à nouveau importants. Quelles sont les caractéristiques du totalitarisme? Première caractéristique, la fondation du parti totalitaire, ce sont souvent des groupuscules minoritaires qui sont devenus d'immenses partis majoritaires. Les bolcheviks et les nazis étaient inconnus à leur création. Le totalitarisme a un recours systématique à la violence, utilise une police politique, utilise les camps de concentration pour effectivement réduire l'opposition par la violence. Le totalitarisme utilise la propagande de masse, le culte du chef, du héros, du sauveur, de nombreux emblèmes pour se reconnaître facilement, croix gammée par exemple chez les nazis, utilise évidemment des organes de presse pour diffuser ses idées de propagande, et une très très grande importance aussi dans les meetings qui deviennent très très spectaculaires. Les meetings politiques deviennent véritablement du spectacle politique. Le totalitarisme va également donner une grande importance aux arts, notamment au cinéma, pas que, aussi sculpture, architecture, peinture, mais le cinéma va être évidemment l'art nouveau des années 20 et 30 qui va permettre au totalitarisme de développer ses idées de façon spectaculaire. Le totalitarisme tient à créer un parti qui englobe toute la société, ce sont des partis-sociétés. On encadre toute la population dans ses loisirs, dans ses activités sportives, et également, très important, l'encadrement de la jeunesse, qui est extrêmement dirigé, de l'école au mouvement de jeunesse, et l'économie elle-même, qui est également dirigée par l'État.
La finalité du totalitarisme, c'est de créer un homme nouveau, violent, sans pitié, qui obéit à son parti, qui obéit à son chef, qui est totalement soumis. Alors, il est assez facile de comprendre pourquoi les masses de population se sont laissées entraîner par la démagogie, par la propagande. Hein, la phrase de George Orwell, la dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance. Par contre, on peut plus se demander pourquoi une énorme partie des élites cultivées de l'Europe ont été séduites et se sont mis au service de tyrans, comme Hitler, comme Mussolini, ou voire ont même facilité leur prise au pouvoir. Le rayonnement de la culture allemande sur l'Europe au XXe siècle, à partir du XIXe siècle au XXe siècle, rendra possible non seulement la folie nazie, mais acceptable auprès de larges couches de l'élite intellectuelle et politique européenne. En effet, la pensée romantique allemande était très inspirée par des besoins mystiques et religieux, fascinée par l'idée des religions, des cultures, de l'esprit des peuples, des civilisations, des races. Et donc, elle choisit d'ailleurs en général cette culture allemande au XIXe siècle, une donnée anthropologique comme un fait majeur d'explication de tous les comportements. Weber expliquait tout par la religion, Marx expliquait tout pardon, par l'organisation économique. Et donc cette grande nostalgie romantique allemande de la communauté parfaite, de l'idéal, sert à critiquer la société démocratique bourgeoise d'Europe de l'Ouest, qui est en fait le produit du modèle français et anglais. Et donc la culture française, qui était cosmopolite, ouverte, assez claire, rationnelle, qui avait dominé l'Europe au XVIIe, XVIIIe siècle, eh bien, au XIXe siècle, elle se fait remplacer par cette culture allemande parmi les élites. Il y a une véritable fascination hein, pour la musique allemande, pour l'art allemand, pour les écrivains allemands. On peut penser en musique à Wagner, par exemple. Et donc, cet esprit germanique va rendre possible, ou voire même acceptable, ces idées totalitaires parmi les élites.